Bonsoir. Vous êtes dans votre salon, devant votre télévision, vous regardez TF1, Mystère bien évidemment. Le téléphone sonne, il sonne tout à fait normalement. Vous décrochez, et au bout du fil, la tante Agathe, morte et enterrée depuis longtemps déjà, qui vous dit bonsoir, je suis vivante, ailleurs bien entendu, ici c'est formidable, tout va bien, ne pleurez pas, à bientôt. Et la communication s'arrête. En général, ça dure pas longtemps parce qu'il paraît que ça les fatigue. Voilà, c'est le nec plus ultra de la communication avec l'outre-tombe. On appelle ça la transcommunication ou bien la communication instrumentale par opposition à la communication mentale que vous connaissez bien si vous êtes familier de Mystère et que pratiquent les médiums. Alors ne riez pas, j'ai l'air de plaisanter, mais ne riez pas. Des coups de fil comme ça, c'est arrivé. C'est plus facile, c'est vrai, avec le magnétophone, mais c'est arrivé. Il y a des groupes de chercheurs, depuis plusieurs années déjà, qui travaillent sur ces problèmes dans le monde entier. Et il existe déjà des milliers d'enregistrements sonores ou vidéos de l'au-delà. Alors vous restez avec nous et vous verrez comment font nos chers disparus quand ils veulent communiquer pour se servir, pour utiliser nos moyens techniques. Mais auparavant, comme d'habitude, un échantillon de ce que vous allez voir ce soir dans Mystère en quelques images. L'enfer de Dominique Eustache. Victime d'un magnétiseur, elle a été réduite en esclavage pendant 8 mois. Est-ce que cela pourrait vous arriver? Mystère va tenter ce soir avec vous, téléspectateurs, une expérience. Vous allez pouvoir tester à travers l'écran votre sensibilité à l'hypnose. 5 novembre 1990, aux alentours de 19h, de Toulouse à Strasbourg, des milliers de Français voient un engin inconnu les survoler. Leurs témoignages contredisent la version officielle. Quand les morts nous parlent en direct, sans médium, certains ont enregistré des paroles et des images de l'au-delà. À l'âge de l'électronique, la réalité de la survie devient un fait expérimental. La planète Mars est morte, mais la vie y a peut-être existé jadis. Certaines photos transmises par la sonde Viking révèlent des signes qui sont peut-être ceux d'une civilisation disparue. Dites-moi très franchement, lequel ou laquelle d'entre vous n'a jamais songé, ne serait-ce qu'un instant, à donner suite à l'appel de ces publicités prometteuses telles que Monsieur X, Madame Y, cabinet de voyance, jeteur de sorts, travaux occultes, résultats assurés, etc., etc. Effectivement, quand tout va mal, quand les ennuis s'accumulent, quand la détresse devient intenable, quand l'ami, le médecin, le prêtre même, semblent impuissants, pourquoi alors ne pas remettre son sort entre les mains de quelqu'un qui, apparemment, a des pouvoirs que d'autres n'ont pas? C'est une tentation bien compréhensible. Mais c'est pour y avoir cédé que certains ont connu un véritable enfer. La sorcellerie, un pouvoir magique qui depuis le fond des âges s'exerce dans tous les pays du monde, selon des rites étranges, parfois effrayants. Une pratique dangereuse dont ont souffert de nombreuses victimes. Splendeur intelligente, aux ténèbres jetées, ange qui porte haut la colère indomptée. Donne-moi la force de goûter les charmes de l'enfer. J'ai été envoûtée pendant 7 mois et demi. C'était l'enfer pour moi. Et je ne pensais pas que de telles choses pouvaient m'arriver. Surtout de la part d'un magnétiseur, Monsieur Léonard. C'est dans la région d'Évreux, en Normandie, que s'est déroulée cette terrible histoire. Mais vous me l'aviez promis. Bon, d'accord, merci. Dominique Eustache traverse une période très difficile de sa vie. Elle élève seule ses 2 petites filles, vient de perdre son travail et a des ennuis de santé. Elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir. J'étais vraiment désespérée. J'avais toujours l'habitude d'aller voir un magnétiseur sur Chartres, mais seulement il est décédé au moment où j'aurais eu plus besoin de lui. Donc il y a eu pas mal de publicité sur une personne. J'ai voulu le rencontrer pour que ma vie change. C'est en toute confiance que Dominique a pris rendez-vous avec ce magnétiseur. C'est son dernier espoir.
découvrant le cabinet de consultation, Dominique s'inquiète. L'atmosphère y est si bizarre, mais elle est déterminée et ne cède pas à l'envie de partir. Bonjour Dominique. D'abord on se tutoie. Je vais t'aider. D'abord je voudrais les photos que je t'ai demandées. Dominique, je vais te demander de te lever. Léonard va alors commencer à pratiquer sur Dominique des passes magnétiques destinées, selon lui, à la dégager des ondes négatives qui l'entourent. Dominique est un peu angoissé. Cette séance ne ressemble pas à ce que faisait son magnétiseur précédent. Chaleur pénètre ton corps. Chaleur remonte le long de ton corps. Tu ne sens plus ton corps. Tes yeux sont mes yeux. Tu me regardes. Je te donne cette médaille. Tu porteras jour et nuit. Je t'offre cette photo que tu regarderas plusieurs fois par jour en pensant à moi et au bien que tu as ressenti aujourd'hui. Merci. Je vous dois combien? 600 francs. 600 francs. C'est une somme énorme pour Dominique qui est au chômage. Pourtant, pour aller mieux, elle est prête à faire ce sacrifice. Elle va suivre à la lettre toutes les instructions du magnétiseur. Quand je suis ressortie de chez lui, je me sentais vraiment bien. J'étais vraiment plus dépressive, je me sentais vraiment une autre femme. Tout s'arrangeait, alors j'ai continué à aller le voir. Le magnétiseur lui a en effet demandé de venir 2 fois par semaine. Ce qui est frappant lorsqu'on étudie la sorcellerie, c'est qu'on se rend compte que tout le monde, en fait, peut être victime d'un envoûtement, à savoir que le malheur sorcier ne fait aucune distinction de classe sociale, d'appartenance socio-professionnelle ou autre. Vis-à-vis de la sorcellerie, nous sommes tous égaux. Les séances suivantes vont se dérouler exactement comme la première. D'abord, pendant une demi-heure, Dominique doit regarder Léonard dans les yeux. Répète ces mots après moi. Jour et nuit, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi. Jour et nuit, je suis à toi. Je suis à toi. Je ne pense Que les temps t'appartient. à moi. Tu te réveilles maintenant. T'appartient. Tu fais le vide dans ton esprit. Tu te sens bien. Tu ne te rappelles plus de rien. C'est un secret entre toi et moi. Je veux te revoir la semaine prochaine. Je ne vais pas pouvoir, Léonard. Il faut que je te voie la semaine prochaine et l'autre encore. Tu n'as pas fini de me voir. Pour Dominique, il est de plus en plus difficile de payer Léonard à chaque fois. Mais malgré tout, elle doit y retourner. Sans comprendre pourquoi, elle se sent comme obligée de lui obéir. Tiens, c'est la maman. Bonjour maman. Alors ça se passe bien? Oui, très bien. Et toi? Ça va mieux. J'y retourne la semaine prochaine. Ma fille allait beaucoup mieux. Et ça faisait 4-5 fois qu'elle y allait, tout était beaucoup mieux. Mais elle continuait, c'est ce qui m'a fait douter, c'est qu'elle continuait à me demander de lui prendre ses rendez-vous régulièrement, à chaque fois qu'elle en sortait. Et la nuit, alors que Dominique ne se doute encore de rien, Léonard, avec sa photo et une poupée de cire, se livre à une étrange cérémonie. Dominique, tu ne peux pas me résister. Dominique n'arrive plus à dormir. L'image de Léonard la poursuit jusque dans son sommeil. Je suis à toi, rien qu'à toi. Dominique, tu es à moi, tu m'appartiens. Je suis à toi, rien qu'à toi. Dominique, tu es à moi, tu m'appartiens. Je l'avais toujours en tête. Et au moment que je voulais essayer d'effacer, de voir autre chose, il était toujours présent devant moi. Tout le temps. Et dans n'importe quelle pièce où j'allais, il était toujours devant moi. Dominique n'en peut plus. Elle est à bout de nerfs. Mais elle continue ses séances. C'est peur de quoi? Détends-toi, Dominique, détends-toi. Je te soigne, Dominique. Tu as besoin de moi. Répète après moi. J'ai besoin de toi. Répète.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. En sorcellerie, l'utilisation de la photo repose exactement sur le même principe que celui de la poupée, à savoir elle représente l'individu et on y agit exactement de la même façon, sachant que toute action sur la photographie va se répercuter sur l'individu. C'est la nuit surtout, quand tout semble calme, que Léonard poursuit son action maléfique et malsaine. À distance, il fait tout pour avoir un pouvoir absolu sur sa victime. Dominique. Est-il vraiment possible que sans être en sa présence, il puisse provoquer chez Dominique de telles visions et avoir sur elle cette emprise totale? Cette nuit-là, c'était différent parce qu'il s'est dédoublé, j'étais comme paralysée. Et c'est là que j'ai ressenti que lui, il était là, à ce moment-là. Je ne pouvais pas ni le voir, ni l'atteindre. J'étais terrorisée, j'étais angoissée, je ne savais plus quoi faire. Et il aurait pu me faire n'importe quoi puisque j'étais sous son contrôle. Tout ce qu'il me disait, je l'aurais fait. L'attitude de Dominique a complètement changé. Elle est devenue agressive et violente. Elle est persuadée qu'elle est en train de devenir folle et n'ose parler à personne de ce qui lui arrive. C'est pas de m'échapper, Dominique. L'envoûtement, pour nous psychiatres, n'existe pas. Par contre, les effets de l'hypnose, c'est-à-dire de l'influence d'un individu sur un autre, existent. Cette influence n'est pas forcément ni bonne ni mauvaise, mais elle existe dans l'hypnose. Tandis que dans l'envoûtement, qui implique une pratique de sorcellerie, l'influence néfaste est produite par l'imaginaire du malade. Madame Eustache n'a pas été envoûtée, mais par contre elle a subi un état d'hypnose, et un état d'hypnose profonde. À 3 reprises, Dominique, qui est à bout, va tenter de se suicider. Puis un jour, elle entend à la radio un médium. Personne en ligne. Bonjour madame, quelle est votre question? Oui, Jean Didier, je voudrais savoir au point de vue de ma santé que j'ai été opérée en 80. J'ai décidé d'appeler Jean Didier justement pour essayer de voir, pour que ma vie change, voir s'il y avait quand même quelque chose à faire, que je ne sois pas toute seule à croire que j'étais folle. Les choses qui se passaient chez moi, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et c'était lui mon seul recours. Dominique prend alors un rendez-vous avec Jean Didier, qui vient la voir chez elle. Dès son arrivée dans l'appartement, celui-ci ressent autour d'elle des ondes très négatives. Peut-être les cartes pourront-elles lui fournir une explication. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Je vais juste vous demander de faire un contrôle au niveau des tarots. Vous allez me sortir 3 cartes, s'il vous plaît. Curieusement, les 3 cartes qui sortent sont synonymes d'emprise et d'ambiance négative. Est-ce que vous avez vu dernièrement un magnétiseur ou une personne qui vous a proposé de vous aider? Oui, je vois quelqu'un, mais ça peut pas être lui, il me soigne. Il y avait un problème d'onde négative sur cette personne, mais ça allait au-delà. Il y avait une emprise très importante par une médaille, par des photos, par apparemment ce que l'on peut appeler de l'hypnose, et je pense aussi des incantations qui peuvent être diaboliques. Donc je lui ai proposé de la démagnétiser parce que pour moi il y avait une action magnétique sur elle qui était très négative. Pour dégager Dominique des mauvaises ondes qui l'entourent, Jean Didier va à son tour utiliser une photo d'elle qu'il va plonger dans le sel pour la purifier. Puis il va également faire sur elle des passes magnétiques, mais destinées cette fois à faire partir le mal au lieu de le retenir. Pour finir, il va parcourir la maison avec de l'encens et un pendule, tout en récitant des prières. Mais pour que le désenvoûtement réussisse, une chose est indispensable. Si vous voulez vous libérer de l'emprise de Monsieur Léonard, il faut absolument récupérer vos photos aujourd'hui. Rends-moi mes photos, Léonard. Qu'est-ce qui se passe, Dominique? Ne t'approche pas et rends-moi mes photos. Madame Eustache était vraiment sous l'emprise du démon. Donc à partir de ce moment-là, on sait très bien que quand le démon rentre en ligne de compte, il n'y a plus que l'Église qui est capable de régler ce problème et de procéder à un désenvoûtement ou un exorcisme. Saint Michel Archange. L'emprise de Léonard est si forte que Dominique devra subir 4 séances d'exorcisme. Puis pendant 9 jours, il faudra qu'elle prie seule pour enfin être totalement désenvoûtée. Et vous,
chef de la milice céleste par la... À chaque prière que je faisais, je ressentais les aiguilles tomber une à une de la tête aux pieds et j'étais enfin libérée. Si j'ai entrepris ce témoignage, c'est pour secourir d'autres personnes qui sont en danger comme moi. Que ces femmes-là ne tombent pas entre ses mains. Qui ne subissent pas le même sort que moi j'ai subi. Aujourd'hui, Dominique Eustache s'en est sortie. Mais elle a souffert. Et c'est maintenant que certains indices sont synonymes d'escroquerie. Qu'il faut se méfier des publicités. Ne pas accepter de talismans ou d'objets en cadeau. Ne jamais confier de photos, de mèches de cheveux ou d'effets personnels. Et ne pas verser de sommes d'argent inconsidérées. Dominique Eustache a-t-elle été réellement envoûtée et victime de sorcellerie ou simplement hypnotisée? Ce dont elle est sûre maintenant, c'est qu'il faut être vigilant. Car certains individus peuvent profiter de la fragilité des autres. Dominique Eustache a-t-elle été victime de sorcellerie ou d'hypnose? Une chose est sûre, Dominique Eustache a été victime. Victime de quoi? C'est ce que nous allons tâcher de déterminer maintenant avec nos invités. Dominique Camus, ethnologue, auteur d'une vaste enquête, résumée dans un livre, Le pouvoir sorcier. Michel Vincent, médecin psychiatre. François Dunois-Canette, qui a enquêté sur l'exorcisme en France et les prêtres exorcistes. Et a-t-elle été victime de l'hypnose? Un hypnotiseur en quelque sorte professionnel, Frank Six, qui d'ailleurs se livrera devant vous tout à l'heure et devant le public de Mystère à une démonstration. Bon, victime, première hypothèse de la sorcellerie, Dominique Camus. Est-ce que dans cette histoire, vous retrouvez les ingrédients qui vous sont maintenant familiers de l'envoûtement sorcier? Oh, tout à fait, on peut le penser. Là, nous avons un panorama à peu près global de situations qui, malheureusement, sont de plus en plus banales. À savoir quelqu'un qui va voir un guérisseur, qui tombe sous sa coupe progressivement. Ça peut être par le truchement de l'hypnose et qui devient absolument plus du tout maître de son comportement et qui ne peut ne recouvrer la santé qu'en entamant un processus de désenvoûtement, lequel est assez long, là, puisqu'il passe aussi par l'exorcisme. Bon, on voit qu'il y a des ingrédients spécifiques. Le dénommé Léonard lui demande une photo d'elle. Ça compte, la photo en magie? Ça compte dans la mesure où là, on a une représentation de la personne, donc on possède la personne en quelque sorte. Mais il peut y avoir aussi l'utilisation de la poupée, comme nous l'avons vu dans ce film. La poupée aussi, oui. Oui, ce film est absolument illustratif des pratiques de sorcellerie que l'on rencontre de nos jours. Michel Vincent, médecin psychiatre, on ne recueille que ce que l'on attend, finalement, non? C'est-à-dire que, effectivement, d'abord, il s'agit d'une femme qui est fragile, qui va mal, c'est-à-dire qui a contre elle-même des pulsions agressives et non plus beaucoup de pulsions vers la vie. Donc elle va donner facilement le pouvoir à l'autre de pouvoir l'agresser et de pouvoir lui faire du mal. On sait bien, là, il y a une espèce de jeu instinctif. Quand quelqu'un est à terre, l'autre a tendance à beaucoup plus pouvoir lui faire du mal. C'est un petit peu ce qui se passe. Si elle remet complètement son sort entre les mains de ces Léonard, est-ce que ça veut dire pour vous que quelque part c'est ce dont elle a envie? Inconsciemment peut-être? En termes conscients, sûrement pas. Ce qu'elle demande en termes conscients, c'est qu'on l'aide. Maintenant, en termes inconscients, comment n'arrive-t-elle pas à se séparer de cet homme qui, manifestement, et elle le ressent, lui fait du mal? C'est probablement parce que quelque part, il y a des pulsions en elle négatives et que cet homme ne fait que les raviver et que les renforcer. C'est-à-dire que c'est elle qui se fait du mal à elle-même au travers l'autre, au travers aussi un état régressif, un état d'abandon à l'autre, au pouvoir de l'autre. Mais faut-il y croire pour que ça marche, la sorcellerie, l'envoûtement? De toute façon, pour que quelque chose se produise, il faut y croire. Aussi bien une thérapeutique positive et bien aussi un médicament, par exemple. Un médicament n'a d'effet qu'en fonction du pouvoir qu'on lui donne. Le fameux placebo, oui. Dominique Camus, si on n'y croit pas du tout, est-ce que ça peut quand même fonctionner quand on est victime d'un jeteur de sorts? Tout à fait, dans la mesure où la notion de croyance demande à être précisée. En fait, les gens n'y croient pas à l'avance. Ils sont amenés à y croire par l'épreuve des faits. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage, et j'ai dit qu'il était tout à fait banal, malheureusement,
C'est que nous avons là au départ quelqu'un qui est amoindri, qui souffre et qui s'en remet dans un processus thérapeutique à un guérisseur et qui va en profiter. Et là, il est clair que si on va voir un guérisseur, on ne va pas voir un guérisseur ad vitam aeternam. On y va pour une demande bien précise. Quelques séances suffisent. Si le guérisseur demande autre chose, il y a là danger. Danger justement de se faire manipuler. Et c'est ce qui arrive. Alors c'est un pouvoir considérable d'avoir des dons d'hypnotiseur. Oui, mais c'est vite démystifié, la preuve. Mais ça ne va pas loin. Oui, non, mais... C'est le pouvoir que l'on donne au sujet aussi. Encore une fois, il y a des êtres qu'on ne peut absolument pas hypnotiser et on ne peut pas faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qui est contraire à ses tendances profondes. Ah. Pour ce qui concerne l'hypnose, Frank Six, est-ce qu'on est tous égaux devant l'hypnose ou est-ce qu'il y a des degrés de réceptivité différents selon les individus? Bien sûr, selon les individus, suivant leur couche sociale, suivant leur culture, leur religion, leurs croyances. Et de la manière dont l'hypnotiseur arrive à les conditionner pour accepter une expérience. Vous, il paraît que vous êtes très très fort et très très rapide. Si les sujets sont volontaires, pourquoi pas? Bon, alors, Frank Six, on va se livrer avec vous à une démonstration que vous allez effectuer, si je vous ai bien suivi, quand on a préparé cette émission, à la fois sur les téléspectateurs de Mystère, donc à travers la caméra, oui, et à la fois sur le public qui est ici présent. Voilà. Hein? Alors, je vous laisse faire, à vous de jouer, mais peut-être y a-t-il des contre-indications, non Je vais les expliquer. Ok, ben Frank Six, parce que je me mets en situation. C'est à vous. Alors, pour vous, qui êtes chez vous, confortablement installé dans votre fauteuil et qui désirez faire une expérience pour savoir si vous êtes sensible à des techniques d'hypnose, dont des techniques de manipulation. Parce qu'à travers l'hypnose, on modifie les états de conscience et comme nous l'avons vu, certaines personnes mal intentionnées peuvent tirer parti de certaines situations. Si vous êtes sujet à des crises de tétanie, vous ne ferez pas cette expérience. Vous en ferez d'autres, mais pas celle-ci. En quoi consiste cette expérience? Alors, premièrement, vous êtes chez vous, vous décroisez vos jambes, vous vous installez confortablement au fond du fauteuil, vous laissez le verre de whisky, de coca ou de rafraîchissant que vous avez dans les mains, et vous... Le public est invité à en faire autant. Le public est invité à en faire autant, bien sûr. Et vous allez vous rendre disponible à l'expérience. Alors, je vais l'expliquer, cette expérience. Elle consiste à exécuter des actes avec la main droite et la main gauche. Donc, à mon image, à mon exemple, nous faisons une répétition générale. Nous mettons les mains devant nous, comme ceci. Et même vous qui êtes derrière moi, public, spectateur, et vous, téléspectateurs chez vous, vous croisez les doigts. Ça, c'est le chiffre 1. Je dirais 2, vous imbriquerez les mains, à mon image, à mon exemple, les unes dans les autres. Je dirais 3, vous tendrez les bras devant vous. Et tout le monde fait l'expérience, même dans la salle, de tendre les bras devant soi. Je dirais 4, vous imaginerez que la paume de la main droite et la paume de la main gauche sont devant tous. Et vous allez contribuer, par une légère pression, à chasser l'air qui se trouve à l'intérieur des paumes de la main. Je dirais 5, nous tendrons les bras encore plus loin, comme si nous faisions du ski nautique. Je dirais 6, nous tirerons au maximum de nos possibilités sur nos bras et nous serrerons nos mains. Nous dirons 7, et au chiffre 7, nous aurons mis le maximum de nos énergies dans cette expérience. Quand j'aurai prononcé le chiffre 7, certains parmi vous ne pourront plus ouvrir les mains. Vous essaierez, vous ne pourrez pas. Vous ne forcerez pas. Si vous avez un voisin, il ne tirera pas sur vos mains. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est une expérience tout à fait naturelle. Et puis par la suite, je vous déconditionnerai. Je compterai à rebours de 7 à 0. Et au chiffre 0, naturellement, vous ouvrirez les mains et vous serez libérés. Donc, nous allons nous faire assister par un petit fond musical pour cette expérience. Nous sommes confortablement installés dans notre fauteuil. Nous respirons profondément et sommes disponibles entièrement et totalement à cette expérience. Nous mettons les mains l'une contre l'autre comme ceci, à mon image, à mon exemple. Ça, c'est le chiffre 1. Le chiffre 2 nous permet de croiser les mains, doucement. Très doucement, et à mon image, à mon exemple,
imbriquer les doigts les uns dans les autres, sans jamais penser à revenir en arrière. Je vais dire droit, et nous tendrons les bras droit devant nous. On se concentre sur l'expérience, on se concentre sur ma voix. Et là, je prononce le chiffre 4. Et là que nous commençons à serrer la paume de la main droite contre la paume de la main gauche. Inexorablement, nous chassons l'oxygène qui se trouve à l'intérieur de cet espace. Et de ce fait, les mains vont commencer à se souder, se bloquer, se verrouiller. Je vais dire 5. Et là, nous tirons encore de plus en plus fort, comme si nous faisions du ski nautique. Nous tirons encore de plus en plus fort sur ces bras. Je veux voir les articulations blanchir sous l'effort. Je veux voir les bras, les avant-bras, les épaules, les omoplates. Tout est tendu, complètement tendu. Je vais dire 6. Et là, le maximum de nos énergies, tendues comme des arcs, ces bras. Et je vais dire 7. Ce chiffre magique permet, pour certains d'entre vous, de ne pas pouvoir ouvrir les mains pendant la durée de l'expérience. Plus vous esserrez, moins vous le pourrez. Les mains sont complètement bloquées, verrouillées, soudées. Impossible de les ouvrir, complètement bloquées, soudées. Impossible de les ouvrir jusqu'à la fin de l'expérience. Vous, qui êtes chez vous, ne vous effrayez pas. Vous ne risquez absolument rien, les mains sont bloquées. On ne cherche absolument pas à les tirer, à les déverrouiller. On reste calme, tranquille. Et là, dans la salle, nous allons voir les personnes qui ont eu les mains bloquées. Qu'elles se manifestent en se levant, pour que nous puissions voir quel est le nombre de personnes. Celles qui ne peuvent pas ouvrir les mains se lèvent, que je puisse voir. Et vous venez me voir, mademoiselle, vous descendez. Descendez. Vous descendez, vous venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir ici. Si vous ne pouvez pas ouvrir les mains, vous vous asseyez à côté. Et vous nous laissez un tout petit peu de place. Vous asseyez à côté. Monsieur, vous vous asseyez à côté. Madame, vous venez. Vous avez les mains bloquées, vous venez nous voir. Vite, vite, vite. Vous nous laissez un tout petit peu de place, s'il vous plaît. Vous reculez. Comme ceci. Comme ceci. Toutes les personnes qui ont eu les mains bloquées viennent s'asseoir à côté, tout doucement. Juste sur le côté là-bas. Voilà, mademoiselle, pour vous, est-ce que je pourrais vous demander encore de vous pousser un tout petit peu? Merci. Mademoiselle, là, dans quelques instants, vous allez voir, c'est très facile, me regardez intensément dans les yeux. Au chiffre 3, les paupières vont se fermer. 1, 2, 3, elles se ferment. Pour vous, c'est dormir sommeil. Les paupières se ferment. On ne résiste pas. Comme ces mains sont bloquées, verrouillées, vos paupières se ferment et pour vous, c'est dormir sommeil. Tête de plus en plus lourde, dormir sommeil. Les paupières se ferment. On s'abandonne complètement, les paupières se ferment. Sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde, on s'abandonne complètement. Dormir sommeil. Écoutez comme ma voix, aucun autre bruit extérieur. Pour vous, monsieur, ça va être pareil dans quelques instants. Un brouillard, 1, 2, 3, les paupières se ferment. C'est dormir sommeil. Tête de plus en plus lourde. On s'abandonne de plus en plus. Dormir sommeil. On n'écoute que ma voix, aucun autre bruit extérieur. On les retient comme ceci. Madame, dans quelques instants, le fait de toucher ses mains, les paupières vont se clore, vont se fermer. 1, 2, 3. Elles se ferment, c'est dormir sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde. On s'abandonne complètement. Les yeux se ferment. C'est dormir sommeil. Tête lourde. De plus en plus lourde, on se laisse aller complètement détendu, complètement décontracté, la tête devient de plus en plus lourde, on est bien dans cette position, on n'écoute que ma voix, aucun autre bruit. C'est le fait que je touche des fronts, les yeux se ferment, détendu, décontracté. Dormir sommeil, tête de plus en plus lourde, dans quelques instants, 2, 3, les paupières se ferment, c'est dormir sommeil. Attention, dans quelques instants, le corps va devenir de plus en plus lourd, aspiré par une force extraordinaire sur le sol. 1, 2, 3, les paupières se ferment. C'est dormir sommeil. Le corps devient de plus en plus lourd, on s'abandonne complètement. Tête de plus en plus lourde, on s'abandonne complètement. De plus en plus lourde, c'est dormir sommeil. Écoutez que ma voix, que notre bruit extérieur, on est bien dans cette position. On écoute que ma voix, que notre bruit extérieur. Pour vous, ça va être pareil dans quelques instants. 1, 2, 3, les paupières se ferment, c'est dormir sommeil. Tête lourde, de plus en plus lourde, les paupières se ferment et vous dormez, vous vous reposez, vous êtes bien. Calme, détendu, décontracté. Dans quelques instants, je vais compter de 7 à 0 et le chiffre 0 vous permettra d'ouvrir les mains. Et même vous, qui êtes chez vous, confortablement installé, si vous vous êtes assoupi avec cette technique, vous allez pouvoir sortir de cet état. Sauf les personnes qui sont dans la salle sont sensibilisées à ma voix, à ma suggestion. Chez vous, je vais compter de 7 à 0 et le chiffre 0 vous permettra de sortir de cet état parfaitement détendu, parfaitement décontracté. 7, vous respirez calmement. 6, vous êtes parfaitement détendu. 5, votre rythme cardiaque est normal, votre respiration est régulière et vous êtes bien. 4, vous écoutez cette voix et vous êtes bien. Vous reprenez conscience avec le monde qui vous entoure.
2, vous pouvez permettre à vos yeux de laisser filtrer la lumière. Les mains se débloquent, se déverrouillent complètement, totalement. 1, 0, vous êtes réveillé, les mains sont dessoudées, débloquées, vous êtes bien. Calme, détendu, décontracté. Désormais, vous pouvez reprendre conscience et ouvrir les mains. Voilà, comme ceci. Ça va? Vous allez bien, mademoiselle? Eh ben... Alors, il y a une chose qui se passe. C'est fini, Franck? C'est fini, mais disons que... avec des sueurs froides. Avec ces personnes... Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? Quand il continuait à parler, vous aviez l'air de dormir, vous l'entendiez toujours? Oui. Oui. Et vous ne pouviez pas lutter contre sa volonté à lui? Vous ne pouviez pas desserrer vos mains? Non, elle restait toujours bloquée. Oui, pareil. Pareil, absolument. Franck, vous n'avez laissé personne en rade, non? Non, mais je veux encore m'adresser à nos amis qui, peut-être, à côté de votre fauteuil, de votre divan, une personne est restée endormie. Vous lui prenez la main gentiment, et puis la personne reprend conscience. Il suffit de lui dire, vous ouvrez les yeux très doucement, et tout est terminé. Complètement terminé. Voilà, merci. Un point de détail qui n'est peut-être pas un point de détail pour certains téléspectateurs, je pense à ceux qui sont seuls. Eh bien, devant leur télé. La voix permet une communication constante et permanente. Ouais. Et si j'avais une crise cardiaque pendant une expérience, la personne peut reprendre son sommeil naturel en relais sur l'état hypnotique, l'état conditionné, et la personne ne risque absolument rien du tout. Et pour nos amis qui étaient là, si vous n'aviez rien fait, qu'est-ce qui se serait passé? Combien de temps il aurait fallu attendre? Si je m'étais éloigné, 5-10 minutes, ça dépend de la fatigue ou de l'état de chaque personne. Il y a, là où j'ai voulu essayer de souligner certaines expériences, ce sont les dangers, et que l'on peut placer de suite les gens en situation de suggestion post-hypnotique et les utiliser. Je voudrais préciser aux téléspectateurs que vous n'avez pas de cabinet, pas de clientèle. Absolument pas du tout. Vous êtes payé par ceux qui vous emploient pour faire du musical, en quelque sorte. Je suis dans des centres commerciaux, je préviens les gens sur tous les podiums en disant, attention, faites-vous endormir par quelqu'un qui a une réputation à défendre, ou faites-vous accompagner chez un hypnotiseur. C'est exactement ce que j'avais demandé. Pour que vous puissiez être témoin d'une expérience et pouvoir défendre si vraiment on peut placer des suggestions post-hypnotiques. Bon, je voudrais maintenant qu'on termine avec François Dunois-Canette, parce que dans le court-métrage que l'on vient de voir, Dominique Eustache, finalement, a été débarrassé de tous ses problèmes grâce à un exorcisme. Vous avez enquêté, François, sur les prêtres exorcistes en France. Par parenthèse, on constate que la demande augmentant, il y en a de plus en plus. Oui. Il y en avait 10 en 1970, aujourd'hui ils sont une centaine. Ils sont une centaine, c'est donc que l'Église a à répondre à une demande. Exactement. Bon, mais tous ceux qui viennent trouver le prêtre exorciste ne viennent pas le trouver parce qu'ils se croient ou parce qu'ils sont possédés par Satan. Bon, déjà, il faut dire que l'exorcisme est une pratique très rare dans l'Église catholique. D'une part parce que les évêques exigent un examen médical, voire psychiatrique, donc la plupart des cas sont annulés. D'autre part, la plupart des prêtres exorcistes eux-mêmes, je dirais, ne croient pas vraiment à la possession. L'Église l'a dit possible, très rare, mais possible. Et les prêtres exorcistes, qui sont souvent d'anciens aumôniers d'hôpitaux psychiatriques, préfèrent parler de psychose, de névrose hystérique, de schizophrénie, etc. Donc, quelques prêtres exorcistes, une minorité, pratiquent effectivement l'exorcisme et croient effectivement à la possession. L'exorcisme a une fonction, une vertu thérapeutique bienfaisante. On prendra un exemple, c'est un couple, lui, disons qu'il est technicien supérieur, sa femme ne travaille pas. Son problème à elle au départ, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et petit à petit, elle devient folle. Elle se comporte comme une folle, elle fait n'importe quoi, elle agit n'importe comment. Elle met le feu à la maison, elle essaye d'étrangler son mari rentre à la maison, elle est à moitié noyée dans la baignoire, et elle n'a pas vraiment de lucidité de cet état. Elle va voir un médecin psychiatre à ce moment-là? Alors, ils ont consulté effectivement un médecin psychiatre, qui n'a pas eu vraiment de réponse pour elle. Sinon l'enfermement, parce qu'elle était dangereuse et pour elle-même et pour les autres. Cet état a duré 12 ans. Le mari, à bout d'espoir, un jour, téléphone au prêtre exorciste du diocèse de Paris. Il y va avec son épouse.
entretien avec le mari, avec l'épouse, le prêtre exorciste décide de prononcer la prière d'exorcisme. La dame fait sa crise d'hystérie, exactement. Elle hurle, elle se débat, elle se roule par terre, elle crie qu'elle est Lucifer. Tous les symptômes de la possession, donc. Tous les symptômes, entre guillemets, donc de la possession, mais qui ressemblent davantage à une crise d'hystérie. Bon, les sciences humaines ont fait des progrès, maintenant, peuvent le déterminer. Seulement, après l'exorcisme, cette femme redevient parfaitement normale. Et elle est toujours normale, et ça continue. Elle retrouve sa lucidité, je veux dire, comme si elle se réveillait après un long sommeil qui a duré 12 ans. Et cet état est durable, puisque ça fait 3 ans aujourd'hui, et cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, aujourd'hui elle en a 2. Je lui ai téléphoné l'autre jour, elle m'a dit c'est formidable, on a une vie de couple, des enfants, c'est extraordinaire. Bien, merci. La suite de Mystère tout de suite. Que s'est-il passé le 5 novembre 1990 dans le ciel de France aux alentours de 19h? On l'ignore toujours. Et la version officielle ne permet pas de rendre compte des milliers et des milliers d'observations qui ont été faites ce soir-là du sud-ouest au nord-est de la France. C'est le 5 novembre 1990, vers 19h, que des milliers de témoins ont simultanément aperçu dans toute la France d'étranges phénomènes lumineux dans le ciel. Au-dessus du Massif central, un équipage en vol croise quelque chose d'inexpliqué. Ce qui vole devant eux n'émet aucun écho sur leur radar, ni sur ceux de la tour de contrôle. France contrôle de Tango Echo négatif. Ça semble être passé environ 1 milliard de pieds en direction opposée. À la même heure, dans la banlieue de Colmar en Alsace, un professeur d'art plastique rentre de son travail. Il s'apprête à ranger sa voiture quand son attention est soudain attirée par des lueurs dans le ciel. J'ai vu une sorte de feu de Bengale dans le ciel. C'était des traînées lumineuses en nombre très important. Alors je me suis précipité sur le caméscope qui était dans la voiture, j'ai commencé à filmer. Donc j'ai focalisé essentiellement sur un point qui me paraissait prépondérant. C'est en revisionnant la cassette ensuite que j'ai constaté qu'effectivement il y avait un triangle qui apparaissait clairement ensuite. Le problème c'est qu'en filmant ces choses qui me paraissaient plus importantes, j'ai occulté le reste, c'est-à-dire un nombre important de traînées lumineuses qui avançaient de façon parallèle. C'était superbe, c'est-à-dire c'était magnifique. Et ça m'a fait vraiment... j'étais heureux, c'était beau, et j'avais le sentiment de vivre quelque chose de vraiment unique. Le lendemain, dans toute la France, des centaines de témoins décrivent ce qu'ils ont aperçu la veille. Hier soir, vers 19h, en revenant du bout de la rue du lotissement, j'ai aperçu un phénomène lumineux, mais les contours de l'objet, si on peut dire, n'étaient pas très précis. C'était surtout des points qui permettaient de définir la forme. Alors, devant, il y avait comme un V, avec des lumières très brillantes, plus grosses qu'une étoile. Les étoiles faisaient le tour, enfin les étoiles et les lumières de toutes les couleurs faisaient le tour. Et le plus impressionnant, c'est quand ça a passé, j'ai bien vu que c'était une masse, parce que c'était noir, ça a caché les étoiles, hein, et les phares étaient allumés en dessous. Et donc ça éclairait au sol, mais ça devait être quand même assez haut, puisque les reflets ne donnaient pas vraiment au sol. Enfin, on voyait ces phares comme des lasers, mais ça n'éclairait pas le sol, donc ça devait être quand même assez haut. Mais alors si c'était haut, c'est que c'était énorme. Encore plus tôt, encore plus d'infos avec Jacques Legros. Et des ovnis dans le ciel de France, dans le Bas-Rhin d'abord, mais aussi à Nantes, en passant par les aéroports d'Orly et de Roissy. Les médias s'emparent de l'affaire. Toutes les unes des journaux sont faites sur cette vague de lumière inexpliquée. Les scientifiques commencent leur enquête. Leur thèse s'oriente dès le début sur un objet qui se serait désintégré dans l'atmosphère. Messieurs, bonsoir. Vous avez été très nombreux hier soir à nous appeler pendant le journal et juste après pour nous signaler les étranges phénomènes que vous constatiez un peu partout dans le ciel de France, mais aussi hors de nos frontières. Beaucoup d'entre vous parlaient d'ovnis et on s'était pris à rêver. Eh bien non, ce n'était une simple météorite qui venait d'exploser lors de son entrée dans l'atmosphère.
Mais Dieu que c'était beau. Regardez ce que nous a adressé l'un de nos téléspectateurs de Colmar. Image commentée par Nelly Ponce. Ces images en 8 mm ont été tournées hier soir à Colmar à 19h, affirme M. Depin. Un phénomène lumineux, ce faisceau important et ce triangle que des centaines de personnes affirment avoir vu à la même heure en de multiples lieux. De Toulouse à Turin, de Bordeaux à Londres, plusieurs centaines de témoignages décrivent une manifestation lumineuse ayant traversé le ciel d'Europe d'ouest en est. Des témoignages de simples passants, mais aussi de professionnels comme des pilotes de ligne ou encore les contrôleurs aériens d'Orly qui pendant 1 minute ont aperçu un phénomène lumineux alors que leur radar n'enregistrait rien. L'Observatoire de Munich affirme qu'il s'agit de l'explosion d'un météorite lors de son entrée dans l'atmosphère. Une hypothèse probable mais non confirmée selon les experts français. 2 jours à peine après les observations, l'hypothèse de l'OVNI est déjà écartée. Ce ne serait donc qu'un météorite, un phénomène naturel parfaitement explicable. En Seine-et-Marne, un homme doute. Jean Grélé, ancien commandant de bord à Air France, se souvient de ce qu'il a vu la nuit du 5 novembre. Il a ce soir-là, avec 7 autres personnes, été témoin d'un événement qu'il n'oubliera jamais. Si quelqu'un qui aurait vu ce que nous avions vu acceptait la thèse officielle, ça voudrait dire qu'il remet complètement en cause ses propres perceptions. Il est 18h55. Jean Grélé, qui est professeur d'aïkido à ses heures de loisirs, attend avec un groupe d'élèves l'ouverture de la salle de sport. Janine, la secrétaire du club, est en retard et c'est elle qui a la clé. C'est alors qu'un des élèves, André Bouteloup, aperçoit dans le ciel des lumières étranges qu'il n'arrive pas à identifier. Il va se poser dans la cour, celui-là. J'ai réalisé que j'avais affaire à quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Ça, c'est absolument certain. En 17 000 et plus heures de vol, en 40 ans, je n'avais rien vu de semblable dans le ciel, ça c'est certain. J'ai vu quelque chose d'inexplicable, et ça reste quelque chose d'inexplicable. Ces dimensions me sont apparues immédiatement comme gigantesques. Cette impression de lenteur majestueuse, ça m'a véritablement frappé. J'ai vraiment eu l'impression de voir passer une ville dans le ciel. Une ville, tellement ça m'a paru grand. Vous savez, arriver quand même à 65 ans et travailler dans l'aviation, connaître quand même ce que c'est qu'un avion, une machine volante, et de confronter à ce genre de choses, on peut être étonné. De par les estimations que nous avons faites, sur le moment, ça nous donne quand même un engin qui devait avoir 300 à 400 mètres de long et 80 mètres d'épaisseur. Puis, toujours en silence, l'engin vire lentement et s'éloigne. Au même moment, 500 mètres plus loin, Janine Charmont se dirige vers le club de sport. Soudain, elle aperçoit au-dessus des maisons 2 faisceaux de lumière à très basse altitude qui disparaissent au loin. Ça s'est éloigné tout d'un coup. C'est-à-dire que je n'ai pas pu le suivre comme une trajectoire d'avion.
quelque chose comme ça. Ça s'est éloigné assez rapidement, c'est une masse qui m'est apparue comme ça. Je l'ai vue par le pare-brise de la voiture, puisque j'étais en voiture, et je l'ai vue disparaître de la même façon que j'ai eu les yeux dessus. À 5 km, Serge Jacob et son fils Cédric vont eux aussi au même instant voir passer un engin mystérieux au-dessus d'eux. J'ai vu deux lumières qui étaient assez écartées, qui se déplaçaient parallèlement. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose entre ces lumières, une masse sombre. Et ça me paraissait assez grand. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était les points lumineux, si vous voulez. Ça faisait un genre de triangle, très éclairé aux extrémités. Au centre, ça faisait une lumière un petit peu tamisée. Et j'avais l'impression qu'en dessous, il y avait aussi des lumières qui éclairaient. De leur côté, les scientifiques ont donné une explication. Il s'agit d'une rentrée atmosphérique. Soit des rentrées d'objets satellisés, c'est-à-dire des satellites ou des morceaux de troisième étage de fusée, soit un objet naturel de type météoritique qui pénétrerait dans l'atmosphère. Si l'objet se trouve à plusieurs kilomètres d'altitude, il est par conséquent, et si les conditions atmosphériques sont claires, il peut être observé en de nombreux points du territoire comme la France, et voire même dans différents pays européens. 2 semaines plus tard, le verdict scientifique est sans appel. Le Centre national d'études spatiales démontre qu'il s'agit du 3e étage d'une fusée soviétique qui s'est désintégrée à très haute altitude entre Pau et Strasbourg. Malgré cette explication, certains témoins restent sceptiques. Thierry Reynaud est sûr que ce qu'il a vu voler dans le ciel à très basse altitude cette nuit-là à 18h57, ce ne sont pas des météorites ou des débris de fusée. Nous avons aperçu un objet gigantesque délimité par 3 balises blanches, et à la base de ce triangle, nous avons également noté un feu blanc, comme une poursuite de scène à peu près, le tout se déplaçant lentement. Nous avons pu observer cet objet pendant à peu près 2 minutes, jusqu'au moment où il a disparu dans la zone Trocadéro-Tour Eiffel. Il y a certainement eu, je ne le nie pas, une rentrée atmosphérique ce soir-là, c'est possible, mais ce que nous avons vu ce soir est incompatible avec cette thèse, tout simplement parce que je sache, une rentrée atmosphérique peut difficilement se déplacer à l'horizontale sous la couche nuageuse. Plus de 2500 personnes ont vu cette nuit-là quelque chose de mystérieux et de magnifique qu'ils n'oublieront jamais et qu'ils ne comprennent toujours pas. Pour les personnes qui n'ont rien vu du tout, je pense qu'elles seront effectivement plus tranquilles à se dire bon, ben, ça va, il y a eu cette nuit-là des phénomènes, un tas de phénomènes, mais ils sont parfaitement expliqués. Les autorités contrôlent la situation. En fait, il n'y a pas de situation, simplement une erreur d'identification. Je veux dire que ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Si ça rassure la plupart des gens, c'est très bien. Sont vraiment ces objets qui ont survolé la France cette nuit du 5 novembre 1990? S'agit-il seulement des débris d'une fusée russe ou y avait-il en même temps autre chose? Alors avec moi maintenant, le commandant Jean Grelet, commandant de bord, 17 500 heures de vol. Oui, c'est exact. Un pro donc de l'espace aérien, en tout cas, habitué à évaluer les formes, les distances. Thierry Reynaud, ben vous l'avez vu dans le film, il fait partie de ces milliers de gens qui ont vu cette chose extraordinaire. Et puis Joël Ménard est un ufologue. Oui, mathématicien de formation, et vous dirigez une revue qui s'appelle Lumière dans la nuit, où, comme tous les ufologues, vous consignez les témoignages. Vous avez fait un travail considérable, d'ailleurs, dans les jours qui ont suivi le 5 novembre. Bon, tout a été dit dans ce film, mais alors, vraiment, commandant Grelet, moi, il y a quelque chose... Vous dites, ce que j'ai vu passer, c'était une ville. Il se trouve qu'on a eu la chance de voir rentrer cet objet dans le nuage, et la dernière chose que nous avons pu voir, c'était justement ces 2 faisceaux horizontaux blancs qui ont fini de disparaître dans le nuage, mais clairement occultés progressivement par le nuage. Ce qui nous a donné l'altitude, vue à 30 degrés au-dessus de l'horizon à peu près, mais enfin on a revérifié ça le lendemain avec les témoins,
ça nous donne une distance de 800 mètres. Quand je vous ai dit, j'ai eu l'impression, ma première impression était de voir une ville flottante, c'est parce que inconsciemment je l'ai repoussé à une dizaine de kilomètres. Et aucun bruit. Rigoureusement aucun bruit. Ça, c'est un aspect peut-être assez mystérieux, parce que je crois me souvenir que pendant ce temps-là, les camions continuaient à passer à 20 mètres de nous sur la déviation de la Nationale 4. Et nous n'entendions rien. Il était quelle heure? Il était 19h exactement. Vous, Thierry Reynaud, Saint-Cloud, sorti de la gare. À Saint-Cloud, quelle heure était-il? Il était 18h59, heure SNCF, puisque j'ai jeté un coup d'œil à un... Bon. Joël Ménard, combien de témoignages recueillis et combien de témoignages enquêtés sur le 5 novembre? Sur le 5 novembre. C'est difficile à dire, parce que nous n'avons pas tous les moyens qui permettraient de recueillir l'ensemble des témoignages, contrairement au CEPRA, qui est un service du CNES, qui lui peut se livrer à une étude plus exhaustive. Mais on peut citer sans problème plusieurs centaines de témoignages, certainement 500, c'est un ordre de grandeur. Parmi ces, disons, 500 témoignages pour simplifier, il en existe, et c'est ça qui est important, une trentaine qui, à notre avis, sont absolument incompatibles avec l'explication officielle. Alors, à votre avis, ce soir-là, un ovni ou plusieurs? Je ne sais pas si on a affaire à des objets. Il y a beaucoup d'éléments qui font penser qu'on a affaire à quelque chose qui ressemble plutôt à une projection d'images. Je ne dis pas que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas affirmer qu'il s'agit d'images circulant dans le ciel plutôt que d'objets matériels. Mais il y a quand même des éléments qui vont un petit peu dans ce sens, comme des disparitions sur place. Alors, si on raisonne en termes d'objets, évidemment, on a tendance à chercher combien il y en avait. Mais qu'est-ce que ça pourrait être, Joël Ménard, que des images qui circulent dans le ciel? J'en ai pas la moindre idée. Ah bon? Je crois que personne n'en a d'idée. Mais s'il s'agit d'objets, ce sont des objets qui étaient manifestement de taille prodigieuse et qui suivaient des trajectoires, dans bien des cas, incompatibles avec l'explication par la rentrée de cette fusée soviétique dans l'atmosphère. Les rapports entre vous et les gens du CEPRA et Jean-Jacques Velasco, les ufologues, tout ça ne s'entend pas toujours très bien. Enfin, vous connaissez. Oui. Dans votre revue, d'ailleurs, publient des gens comme Pierre Guérin, Jacques Vallée, etc., qui sont des astrophysiciens vraiment tout à fait sérieux et reconnus. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire du 5 novembre? Oh, je crois qu'on peut dire qu'on pense tous la même chose. On a tous je parle des ufologues là. On a tous la même position face à ça, parce qu'il n'y a véritablement pas moyen d'en avoir une autre. Oui, mais pour peu qu'on prenne en compte les données qu'on trouve véritablement. Somme toute, vous partagez tous les trois l'avis d'Alain Delon, c'est qu'on nous cache des choses. Oh, absolument. En ce qui me concerne, tout à fait. Oui, mais on nous cache quoi? Si les versions officielles nous cachent quelque chose, c'est peut-être dans l'ignorance qu'elle est de la nature du phénomène. Donc on ne peut pas leur en faire leur reproche. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne s'établit-il pas un dialogue franc et direct? Pourquoi nous répond-on les cas aberrants s'expliquent par la psychologie de la perception? Ça, c'est pas compréhensible. Thierry Reynaud, vous, c'était la première fois? C'était la première fois, oui. Ça a changé quelque chose dans votre approche de ces problèmes? Depuis, vous êtes un passionné? Ça m'intéresse. C'est vrai que lorsque l'on voit sa tête, on a tendance à se rapprocher un petit peu plus de l'histoire du phénomène, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'OVNI. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du terme, mais que OVNI, objet volant non identifié, ça ne veut pas dire soucoupe volante, pas dire petits hommes verts. Je crois que c'est très très important dans le débat de ce soir, parce que l'amalgame est très dangereux. Moi, ce que j'ai vu le soir du 5 novembre 1980 est parfaitement incompatible avec une rentrée atmosphérique, parce que je l'ai vu sous les nuages, que surcroît ça avait un vol horizontal. L'endroit où je l'ai pris au-dessus de la tête, je pense que ça serait tombé sur la Tour Eiffel, en gros. Dans votre profession, on est quand même exposé. Vos anciens collègues d'Air France sont au courant de votre témoignage dans cette affaire du 5 novembre. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir vu des phénomènes de ce genre? Je n'ai pas souhaité, je n'ai pas cru souhaitable d'essayer de faire une enquête parmi mes camarades. Et finalement, je dois dire que c'est que très tardivement que j'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet et de, en quelque sorte, m'excuser d'avoir été si timoré pour porter témoignage pendant ma carrière aéronautique. Bien, en tout cas, en attendant d'avoir peut-être un jour la réponse à toutes ces questions, merci messieurs.
Mystère continue, restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Que les morts puissent communiquer avec nous, ça ne vous étonnera pas si vous suivez Mystère. Vous vous souvenez de tous les cas troublants que nous vous avons rapportés. Anne-Marie Lyonnais, par exemple, qui continue à recevoir des messages de sa fille Isabelle de l'au-delà. Ou bien cet avocat italien, maître Sardos Albertini, qui par l'intermédiaire d'une médium avait pu entrer en contact avec son fils Andrea. Eh bien tout cela, c'est complètement dépassé. L'avenir, en effet, c'est le dialogue en direct avec l'outre-tombe, sans médium, sans intermédiaire. Depuis la nuit des temps, l'homme essaie d'entrer en contact avec les morts. Et depuis une quarantaine d'années, de nouvelles techniques sont employées. Certains tentent de communiquer avec l'au-delà grâce aux outils de la technologie moderne. En 1979, Monique Simonet, en vacances chez sa mère à Montpellier, va faire sa première expérience. J'avais relu un article sur une petite revue où l'on disait qu'il était possible d'obtenir un contact avec les défunts par magnétophone, avec un simple magnétophone et un simple micro. Et je n'y croyais pas trop. Cependant, ma mère qui était là me dit, écoute, tu n'y risques rien d'essayer, tu as le petit magnétophone de papa, essaie. J'avais jamais touché un magnétophone de ma vie. Monique suit méticuleusement les conseils donnés dans l'article qu'elle vient de lire. Il faut mettre le magnétophone sur enregistrement et attendre. Ça enregistre toujours. Pendant ce temps, les deux femmes décident de déjeuner. Quelqu'un va se manifester. Le micro est branché et enregistre tous les bruits de la pièce. Monique n'a pas faim. Il faut dire que depuis plusieurs jours, elle ne se sent pas très bien. Et puis sans y croire vraiment, elle est troublée par cette expérience car elle ne peut s'empêcher d'espérer. Est-il vraiment possible que l'au-delà se manifeste au moyen de cet appareil? Si on écoutait maintenant. D'accord. On va réécouter les dernières minutes. Je sais que je me sens tout barbouillé, je suis pas sûre. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Mais c'est la voix de ton père. C'est papa. Oui, je le reconnais. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, fais une fois. En ce moment, ils sont pas bons. Les médicaments de mon appartement qui sont pas bons. Ah oui, c'est vrai, ils sont périmés. Pour Monique, il n'y a pas de doute. C'est son père, décédé depuis plusieurs années, qui s'est manifesté pour l'aider. La voix de mon père, mais c'était extraordinaire d'entendre cela. Je ne pouvais pas le croire, ma mère en était aux larmes. Après ce premier enregistrement, j'ai été prise par cette histoire. C'était passionnant. Et j'ai continué le jour même et les jours suivants. Et ça a marché à chaque fois. Je parlais, mon père parlait quelquefois au-dessus de ma voix. On entendait ma voix et la voix de mon père au-dessus de ma voix. Monique a aussi vécu une épreuve terrible, la perte de son petit-fils de 11 ans. Elle l'avait surnommé Cécile et il l'appelait Mamine. Papa, c'est toi? Oh, c'est toi, Cécile. Oui, je t'ai entendu, mon chéri. T'es bien dans l'au-delà? T'as un message pour maman? La transcommunication instrumentale est une histoire qui n'est pas tellement récente. Elle s'est développée depuis une quarantaine d'années et elle a pris beaucoup d'extension ces temps derniers, spécialement en Allemagne, mais aussi en Italie et en Espagne. Et en France également. Eh bien, ça consiste à enregistrer des messages qui parviennent sur différents appareils, par exemple le magnétophone, par exemple l'écran de télévision, par exemple même l'ordinateur, ou même des messages reçus au téléphone. Dans certains cas, il semble bien que cela pourrait être attribué à une personne défunte.
dans des cas assez rares, trop rares malheureusement, on a analysé les voix qui parviennent ainsi et elles seraient identiques à la voix de la personne défunte quand elle était en vie. Ces enregistrements étranges intriguent la presse et plusieurs articles parlent des expériences de Monique Simonet. Elle reçoit alors beaucoup de lettres de personnes qui ont perdu un être cher et qui lui demandent d'entrer en contact avec le défunt. J'ai énormément de correspondants qui se chiffrent par centaines, peut-être près d'1000, et qui essayent, beaucoup parmi eux essayent, et beaucoup arrivent, environ un bon tiers, mais avec quand même du mal. Les autres n'y arrivent quand même pas. Dernièrement, c'était une petite Sylvie adorable, de toute beauté. Dieu, qu'elle était belle. Elle est venue tout de suite, c'est Sylvie. Elle a tout de suite dit, je lui dis, c'est pour ta maman. Elle me répond, aimée. Je lui dis donc, c'est pour ta maman que tu aimes. Elle me dit, ma maman chérie. Et puis j'ai senti qu'elle était près de moi, à tel point que je lui dis, mais Sylvie, tu es là, tu es près de moi, je te sens. Elle me dit, oh, mais oui. En 14 ans, Monique Simonet a obtenu plus de 13 000 messages de défunts et elle a écrit plusieurs livres sur ce sujet. J'ai été en contact avec Mme Simonet, qui est une personne tout à fait charmante et très charitable. C'est-à-dire qu'elle a avoué une partie de sa vie à essayer d'avoir des communications des enfants morts ou des époux morts. Et je sais qu'elle a rendu des services énormes à des gens qui étaient en train de s'effondrer dans le chagrin. Pendant de nombreuses années, Monique a été tellement sollicitée qu'elle ne parvenait pas à répondre à toutes les demandes. Pourtant, elle y passait des jours entiers. Chaque lettre était un appel de détresse qu'elle ne pouvait ignorer. Elle en perdait même le sommeil. Il fallait continuer. Tant de gens avaient mis en elle tous leurs espoirs et ils attendaient une réponse. J'attendais que mon mari soit endormi et j'allais travailler aussi bien à minuit pour avoir un message pour la pauvre maman désolée. Tu m'entends? Tu vas bien, Patrick? Est-ce qu'il y a un conseil pour nous? Est-ce qu'il y a un message? Je me demande qu'ici, il ne s'agit pas d'émanation du cerveau. C'est une histoire de nos cerveaux qui impressionnerait les appareils. Je ne dis pas que tout s'explique comme ça, je ne l'ai jamais dit, mais notre cerveau serait donc capable de performances absolument extraordinaires sur les appareils d'enregistrement. Thérèse Crofel vit elle aussi avec la douleur et le souvenir constant de son fils Pascal, mort à 19 ans dans un accident de moto. Sa photo est la seule présence qui lui reste de Pascal. Pourtant, un jour, un curieux phénomène se produit. Pascal voudrait-il lui parler? Thérèse décide d'essayer d'établir un contact avec Pascal et se rend chez Monique Simonet, dont elle a entendu parler. Pascal, merci. Vous savez, ça marche pas à tous les coups. Je vous ai également... Avec la photo, Thérèse a pris la précaution d'emporter une cassette vierge pour éviter toute supercherie. Malgré un esprit très rationnel, elle ne peut s'empêcher d'espérer. Pascal, tu m'entends? Parle. Parle à ta maman. Parle à ta maman, Pascal. Dis quelque chose. Pascal, pour ta maman, dis-lui un petit mot gentil, Pascal. C'était bien mon Pascal. Merci. À un certain moment, mon fils a dit, et je dis bien mon fils a dit, au revoir, ma petite mère chérie, ma petite mère à moi. Et ça ne pouvait pas être dit par quelqu'un d'autre, parce que c'était une phrase que mon fils disait en permanence. C'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée, parce que personne ne pouvait souffler cette phrase-là. C'était quelque chose qui n'était connu que de lui et de moi, en fait. Madame Simonet, je ne la connaissais pas avant cette rencontre. Le magnétophone n'est pas le seul moyen utilisé dans la transcommunication avec l'au-delà.
Téléviseurs, caméscopes, appareils photo et même ordinateurs sont aussi employés. Jean-Michel Grand-Cyr est un passionné de transcommunication. Aussi a-t-il fondé une revue spécialisée sur ce sujet. Lors d'une visite à Monique Simonet, elle leur montre une photographie qui lui paraît étrange. Tenez, regardez. Sur le téléviseur, il y a une ombre étrange. Oh, ça alors. Et regarde. Quand on retourne la photo, on voit un visage. Un visage d'homme. Effectivement, regardez. Mais c'est le visage de mon grand-père. C'est mon grand-père. Mais comment c'est possible que le téléviseur était pourtant éteint? On va nous chercher une photo de son grand-père. On regarde les deux photos côte à côte et effectivement on a constaté que les deux portraits, si j'ose dire, se ressemblaient et que là elle avait réussi à prendre sans le savoir l'image de son grand-père. Je suis absolument convaincu de l'existence du phénomène. Oui, il y a trop d'éléments probants qui vont en ce sens pour qu'on puisse le nier. Qu'on puisse le discuter, qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse le mettre en cause pour mieux l'appréhender, ça c'est une chose positive, mais le nier à brûle-pourpoint, non, pas du tout. Monique est sûre que c'est bien le visage de son grand-père qui est apparu sur son téléviseur. Peut-être n'est-ce pas un hasard. Aussi va-t-elle essayer d'obtenir d'autres images de défunts. Le téléviseur branché en circuit fermé, sans antenne extérieure, elle filme son écran avec un caméscope. Chaque enregistrement sera analysé image par image. Parfois, elle croit distinguer un visage. Elle le prend alors en photo. Les meilleures images que j'ai obtenues, c'était tout de même en 1989. Elles ont été vues à Berlin lors d'une très grande réunion mondiale sur la transcommunication. J'avais obtenu des images identifiables. Jacques Blangarin s'intéresse lui aussi à la transcommunication depuis qu'il a perdu sa femme. Un jour, Monique lui montre la photo d'un visage qui lui semble familier. On dirait vraiment qu'elle a voulu se montrer dans sa photo préférée que je viens de retrouver, regarde. Tout à fait ça. C'est fascinant, écoute. Ces photos, si on les regarde, je dirais, d'un œil non connaisseur, ne connaissant pas la personne d'une part et n'étant pas habitué aux photos vidéo, on peut très bien ne voir qu'un seul nuage. On retrouve la photo vidéo généralement dans un aspect qui existe déjà sur une photo. Je ne réussissais jamais à faire une photo qui lui plaisait. Et la seule, pratiquement je dis bien la seule qui lui a plu, est cette photo. C'est assez remarquable quand même. Très impressionnée par l'expérience qu'elle a vécue chez Monique Simonet en entendant la voix de son fils Pascal, Thérèse Croffel n'a pas voulu continuer. Elle a pourtant lu le dernier livre de Monique avec beaucoup d'intérêt. En le feuilletant un jour par hasard, sa petite fille Alice va faire une étrange découverte. Regarde, on dirait Mamie Chardin. C'est vrai. Tu as raison. C'est tout à fait ta grand-mère. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit mais oui, c'est pas possible, c'est maman, c'est maman. Et j'ai montré cette photo, j'ai une sœur qui habite Reims, je lui ai montré. Elle a confirmé, j'ai deux nièces ici à Reims qui ont confirmé. Pour nous, c'est notre mère qui s'est manifestée comme ça. Et ma maman étant une dame très, très effacée, très timide de son vivant, je pense qu'elle a choisi ce moyen qui lui ressemble bien, de simplement se faire reconnaître de ses enfants pour faire voir qu'elle était là, qu'elle était toujours avec nous. Il y a un danger grave qui est le suivant. Dans certains cas, les gens deviennent positivement hypnotisés par le magnétophone. Ils l'entendent toute la journée. Ils ne font plus que ça. Et il arrive au bout d'un certain temps que le défunt, le soi-disant tel, dit « Mais écoute, tu devrais venir nous joindre, nous sommes très heureux là-bas. » Il dit « Mais comment je peux ?» Ben, il y a une porte pour ça. Quelle est cette porte? La mort. Et il se suicide. C'est arrivé, non pas une fois, mais plusieurs fois. Donc il faut absolument ne pas faire cela tout seul, le faire avec des personnes d'expérience, raisonnables et calmes. Dans de nombreux pays, des centaines de personnes s'intéressent à la transcommunication instrumentale. Il est certain que les enregistrements étranges de ces voix et de ces visages existent vraiment. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont aucun sens. Certains chercheurs étudient ces phénomènes. Peut-être saurons-nous un jour s'ils proviennent vraiment de l'au-delà.
Évidemment, la question essentielle, c'est d'où proviennent ces messages. On va en parler longuement avec nos invités. Monique Simonet, vous qui êtes une pionnière de la transcommunication, vous avez arrêté ou vous continuez à passer des nuits sur votre magnétophone parce que des gens vous demandent de contacter des défunts? Je n'ai jamais passé des nuits. C'est de la folie. Mais je me suis quelquefois relevé la nuit, c'est un fait, oui. Mais vraiment, on ne peut pas non plus ne pas répondre à tous ces gens qui souffrent, qui réclament... ne serait-ce qu'un maman, c'est moi, des petites choses comme ça. Et comme j'obtiens toujours quelque chose, je continue, mais beaucoup moins qu'avant. Ça fait tout de même... Et d'autres ont pris le relais maintenant, beaucoup de gens. J'ai formé quelques élèves, des émules, si vous voulez. Puis peut-être d'autres personnes étaient au courant par d'autres moyens que moi. Je m'occupe aussi beaucoup de diffuser pour pouvoir être aidée, parce que moi je ne peux plus faire toute seule, c'est pas possible. J'ai fondé l'association Infinitude, qui continue la recherche, mais qui surtout donne beaucoup d'aide à tous les gens qui souffrent de la perte d'un être cher. Il y a aussi Corinne Kisakanin, qui m'aide beaucoup. À côté donc de Monique Simonet, Rémi Chauvin, que vous avez vu dans le film, le père François Brune, qui est théologien, qui s'intéresse depuis longtemps au contact de toutes sortes d'ailleurs avec l'au-delà. Et puis un confrère et une consoeur, Guy Susplugas et Gwenaëlle Cabel, qui enquêtaient maintenant depuis un peu plus d'1 an sur le paranormal en général, mais peut-être plus particulièrement sur ce que l'on appelle la transcommunication. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous dire où on en est maintenant? Le vrai problème est le suivant, c'est que observer ces phénomènes, les observer en tant que témoin, ce qui a été notre cas avec Gwenaëlle et à moi, est intéressant, mais reste relativement insuffisant. Insuffisant parce que il serait nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller regarder comment et dans quelles conditions cela peut-il se produire. Parce que par définition, un mort, ça n'a plus de cordes vocales. Or, il faut avoir des cordes vocales pour enregistrer une voix. Par exemple. Et surtout, comment cette énergie s'organise pour pouvoir produire du sens. Voilà en fait la vraie question de cette affaire. Vous-même, Guy Susplugas et Gwenaëlle Cabel, est-ce que dès que vous avez entendu pour la première fois des enregistrements sonores émanant, point d'interrogation, de l'au-delà, vous avez tout de suite compris ce qui était sur la bande? Parce que c'est très difficile de comprendre, non? Oui, ça c'est un des problèmes, effectivement. Bon, les expérimentateurs, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la transcommunication, prétendent tous qu'il faut une grande habitude d'écoute de ce genre de voix. Et que quelqu'un qui écoute ce genre de voix pour la première fois, effectivement, ne parviendra pas à comprendre le sens de la phrase ou du mot. Quelquefois, c'est un simple mot qui est prononcé. Rémi Chauvin, pour vous, le phénomène existe? Bien, écoutez, je pense qu'il existe parce que ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben oui, ça m'est arrivé parce que un homme de science, devant une question aussi complexe, n'est vraiment convaincu. Quand il a fait les mêmes expériences, je l'ai faite. Alors c'était quoi votre expérience? Ben voilà, je me suis mis à écouter devant mon magnétophone en appelant un de mes amis qui était mort il y a peu de temps et que plusieurs personnes connaissent peut-être dans l'assistance. C'était Aimé Michel, le spécialiste des ovnis. Il est mort il y a 3 ou 4 mois. Et nous étions promis l'un et l'autre, nos amis très proches, que le premier d'entre nous qui passerait de l'autre côté préviendrait l'autre. Alors je lui ai dit mentalement, écoute mon vieux, essaie de tenir ta promesse là où tu es, où que tu sois. Alors on se place devant un magnétophone et je répétais la phrase j'appelle Aimé Michel, Michel répond-moi, etc. pendant 3 mois et demi, et sans rien entendre du tout. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Hein. Et puis un jour, j'ai entendu d'une façon mais très claire, hein, je m'appelle moi-même, Rémi réponds-moi. Alors j'en ai sauté en l'air, hein, littéralement. Et puis j'ai essayé d'entendre autre chose, je n'ai rien entendu d'autre. Alors, il y a un point qui est extrêmement intéressant. Cela est une illusion, est-ce que ce sont les morts qui parlent? Eh bien, nous avons un moyen de le savoir. Parce que comme l'a dit Guy Susplugas, la question n'a pas été assez étudiée du point de vue technique, j'en conviens. Mais il y a quelques cas où on a procédé à l'analyse de la voix qui parlait au magnétophone, qui était censément un défunt, et qu'on a pu comparer à l'enregistrement de la voix de la même personne lorsqu'elle était vivante. Or, il aurait été vérifié 3 ou 4 fois, c'est pas beaucoup, je le sais bien, que c'était la même voix. Alors ça, c'est extrêmement curieux. Si ça pouvait être renouvelé, si l'expérience pouvait être renouvelée, elle serait d'une importance considérable. Pour moi, ça serait une preuve. On peut se demander aussi si finalement le transcripteur, l'expérimentateur, ne serait pas la cause inconsciente du message qu'il reçoit. François Brune.
Oui, alors pour les images, on a déjà un certain nombre d'exemples. Il y en a deux qui sont très célèbres, c'est Ted Sirius aux États-Unis, Masaaki Kiyota au Japon. Mes amis expérimentateurs allemands connaissent encore 4 ou 5 autres cas dans le monde. Ce sont des gens qui arrivent à produire des images sur des pellicules polaroïdes, mais avec un très gros effort de concentration. Pour les voix enregistrées, il y en a à ma connaissance 2 qui l'ont essayé et qui l'ont obtenu. Il y a un ingénieur italien, Traina, qui a essayé simplement par sa pensée, sans même prononcer les mots, de produire quelque chose sur une bande magnétique. Il a obtenu quand même quelque chose, mais de très mauvaise qualité et au prix d'un très gros effort. Et puis il y en a un autre, c'est Franz Seidel, qui maintenant est mort à Vienne, en Autriche, qui est un scientifique de renom international et il a étudié ces phénomènes pendant des années. Et il aurait également obtenu projection de sa voix ou de sa pensée sur la bande magnétique. Oui. Ce qui se passe très souvent, les gens qui ont perdu un proche sont dans une douleur et une détresse morale absolument épouvantable et sont un petit peu fragilisés psychologiquement et ils sont en attente, si vous voulez, d'une réponse. Même si a priori ils n'y croient pas et ils tentent la chose, croyant ou non du reste, par simple curiosité, à vrai dire, le moindre frottement, même sans support, dans le silence, je veux dire, ils ne vont pas s'apercevoir qu'ils ont frotté la table ou je ne sais quoi. Et à la réécoute, comme ils savent, et on leur a dit plusieurs fois que l'écoute était très difficile, ils vont penser entendre un mot ou quelque chose. Merci Madame Simonet, merci messieurs. Mystère continue. Avant de poursuivre Mystère, selon le programme qui vous a été donné au début de l'émission, je voudrais maintenant vous montrer un reportage. Mystère, en effet, va vous proposer de nouvelles rubriques, et parmi ces nouvelles rubriques, celle que l'on peut appeler la France mystérieuse. Il y a en effet en France, dans nos campagnes, comme dans nos villes d'ailleurs, des coutumes, des croyances qui, sans autre forme de commentaire, méritent quand même les caméras de mystère. Alors, premier échantillon de cette rubrique, la France mystérieuse, on appelle cela l'arbre à loques. Un village paisible de 800 habitants en Picardie où le temps semble s'être arrêté. Rien ne paraît distinguer Sénarpon des autres bourgs alentours. Et pourtant, depuis le XVe siècle, une étrange légende est liée à ce village. En 1499, la peste ravage la France. Village après village, le fléau avance, ne laissant derrière lui que mort et désolation. Mais un miracle va se produire. Sénarpon est épargné. L'épidémie s'arrête au bord de la route du village où sont plantés 3 ormes. En remerciement, la statue de Saint-Claude, aujourd'hui disparue, est accrochée à l'un des arbres. Je pense que ces ormes sont plus que centenaires. Et ils ont toujours porté la croyance sur eux. Même Saint-Claude volé, les gens ont continué et c'est devenu un culte, un lieu saint. Et il y a certainement une part de mystère puisqu'il y a des guérisons d'obtenus. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que mademoiselle Lucie Crépy dira beaucoup mieux que moi à quoi consiste Saint-Claude. Lucie Crépy est la doyenne du village. À 89 ans, c'est elle, la mémoire vivante de Sénarpon. Moi, j'ai toujours connu ça depuis mon enfance. C'est une tradition qui dure depuis des siècles. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours entendu dire que Saint-Claude guérissait les fièvres et les maladies de peau. Les 3 arbres présentent les serviteurs de Saint-Claude. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Baptiste Elan a 9 ans. Lui, il sait que les arbres ont un pouvoir de guérison. Il en est sûr, il l'a vécu. Quand Baptiste avait 3 ans, il lui a apparu sur les pieds et dans les mains des cloques. Sa peau partait. On lui voyait la chair aux pieds, aux mains, quoi. Donc j'ai été voir mon médecin, il m'a donné un traitement. J'ai fait... Ça s'est passé, mais c'est revenu. Et souvent, ça revenait. Donc j'ai décidé d'aller voir un dermatologue pour voir un peu ce qu'il avait vraiment. Et là, il m'a dit que Baptiste avait la peau trop sensible et la transpiration lui faisait perdre sa peau. Et que malheureusement, ça reviendrait tout le temps. Que c'était pour ainsi dire à vie. Mon père m'a dit, il ne faut pas le laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Il m'a dit, emmène-le à l'Arc Saint-Claude. Il dit, j'ai dit, moi je veux bien, mais j'y crois pas trop. Alors papa s'est chargé de Baptiste, il l'a prise, on était voir mademoiselle Lucie. Elle leur a expliqué comment il fallait faire vraiment.
il faut mettre un linge sur la partie malade. Bon, 9 jours, hein. Une fois enlevé, vous allez mettre à Saint-Claude. Et alors là, les gens doivent prier. Celui qui fait ça, c'est parce qu'il est croyant. Baptiste a porté des chaussures pendant 9 jours. Il a été accroché à l'arbre Saint-Claude. Il a fait des prières. Il y croyait vraiment dur comme fer. Et puis, je ne sais pas si c'est ça. C'est parti progressivement. Il n'a plus rien. Il n'a plus de cloque, il n'a plus ce temps-là. Il n'a plus de traitement non plus. Depuis 500 ans, on les appelle les arbres à loques et on les vénère. Et pourtant, en 1981, atteints de la maladie des ormes, on a dû les élaguer. La dévotion aux arbres a continué. Et quand en 1992, à 2 reprises, une main malfaisante a mis le feu aux arbres, les habitants de Sénarpont ont été bouleversés. Là, c'est un acte de vandalisme, puisque il y avait un bidon. J'ai retourné par acquis de conscience le lendemain, c'est-à-dire le 6 mai, au matin. J'ai retourné pour voir si vraiment il ne restait pas quelque chose qui brûlait. Et j'ai trouvé un bidon d'essence, vide. On doit protéger cet arbre à loques parce que c'est une curiosité de Sénarpont. Beaucoup de gens y déposent leurs loques. Et depuis qu'il a été brûlé, on s'aperçoit que l'arbre en est maintenant de plus en plus couvert. Donc, préservons le passé. Moi, au départ, les arbres, j'y croyais pas trop. Et puis, comme je vois que mon fils est guéri maintenant, je me dis, il y a quand même quelque chose, un mystère. On voit beaucoup en ce moment, tout le monde, beaucoup de loques. Il y a beaucoup de monde qui retourne à Saint-Claude depuis qu'ils ont été brûlés. Et puis, s'il n'y a plus d'arbres, les gens ne pourront plus guérir. On sait depuis longtemps que les Martiens n'existent pas. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Mais cela ne suffit pas pour affirmer qu'il n'y en a jamais eu. Bref, c'est toute la question. Est-ce que la vie a pu exister un jour sur cette fameuse planète rouge? 2, 1, 0. Pendant l'été 1975, la NASA a lancé 2 satellites surnommés Viking à un mois d'intervalle. Leur destination, la planète Mars. Chaque satellite était équipé d'une sonde qui allait se poser sur le sol martien. Pour la première fois, la Terre allait recevoir des informations prises directement sur le sol de la planète rouge. La mission Viking allait déterminer s'il existait une forme de vie sur Mars. Depuis l'Antiquité, l'homme est fasciné par Mars parce que la planète est d'une couleur différente des autres et qu'on peut la reconnaître facilement dans le ciel. Après la découverte du télescope, on a remarqué, comme au-dessus de la Terre, des nuages au-dessus de Mars. Et puis des zones sombres et d'autres claires, comme s'il y avait des terres et des océans. On en a déduit que Mars ressemblait beaucoup à la Terre à ses débuts, quand la vie est apparue. Si Mars et la Terre sont des planètes similaires, il est concevable que la vie ait existé sur Mars, que les conditions à un moment aient changé et que la vie soit devenue impossible. Malgré les espoirs que nourrissaient certains scientifiques, les 2 missions Viking ont démontré qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Mais elles ont aussi révélé d'importantes informations. Les sondes lancées par les satellites sur le sol martien ont enregistré des températures allant de 107 degrés au-dessous de zéro jusqu'à 17 degrés au-dessus de zéro. Elles ont également obtenu des clichés surprenants de la planète et nous ont fait découvrir un paysage désolé qui rappelle certains de nos déserts, mais aussi de superbes explosions de lumière au lever du soleil. Les astronomes ont découvert avec surprise que par certains aspects, Mars ressemblait énormément à notre planète Terre. Ces traces sinueuses sont des fleuves et des rivières asséchées, ce qui prouve qu'il y avait jadis de l'eau sur Mars. Les volcans éteints sont gigantesques. Il y en a un qui est 3 fois plus haut que le mont Everest. Mars a 2 calottes polaires comme la Terre et d'interminables déserts que les scientifiques pensent être des fonds marins gelés recouverts de sable et de poussière. C'est dans un de ces déserts, le désert sidonien, que l'on a pu repérer ces monticules étranges. Leur symétrie rappelle celle des tropiques et leurs proportions presque parfaites. Mais il y a encore plus surprenant, 15 km plus loin. Une formation qui ressemble à une tête de sphinx et que les scientifiques ont surnommé le visage de Mars. Quelles forces de la nature ont pu créer cet étrange phénomène? Ce visage pourrait-il être le produit d'une érosion naturelle?
Pour certains, la symétrie du visage, la finesse des traits donnent à penser qu'il ne peut s'agir d'un caprice de la nature. En 1977, 2 ans après l'émission Viking, 2 informaticiens de la NASA ont remarqué le visage de Mars dans une revue. Intrigués, ils ont décidé de consulter les clichés originaux. Je n'arrivais pas à y croire, ce visage était trop parfait. Ça semblait trop beau pour être vrai. Je suis allé au Centre spatial de recherche scientifique et j'ai trouvé une photo intitulée Tête. C'était le cliché du visage du désert sidonien. Il n'y avait aucun doute. La NASA elle-même avait trouvé que cette photo ressemblait à un visage humain. Se servant d'un ordinateur très sophistiqué pour analyser les photos, Vincent Di Pietro et son collègue Grégory Molinard ont inspecté minutieusement le mystérieux visage. Grâce à un matériel très sophistiqué, nous avons fait des élargissements des photos. Nous avons pu apercevoir des détails très importants qui nous avaient échappé auparavant. Dans la cavité oculaire du visage, il semblait y avoir un œil. Le géologue Michael Carr, qui a dirigé l'équipe photographique de la mission Viking, pense que ce visage n'est qu'un accident naturel. J'ai trouvé d'autres clichés bizarres. Des clichés de choses naturelles, mais qui semblent bizarres. Il y en a un très amusant qui ressemble à Kermit, la grenouille du Bébé Show. Tout ça n'a aucune valeur scientifique. Et le visage de Mars n'en a pas davantage. C'est simplement une étrangeté de la nature. C'est comme les nuages. Certains ont des formes surprenantes qui ressemblent à des bateaux ou à d'autres objets connus. L'ingénieur Di Pietro de la NASA a trouvé une deuxième photo du visage prise à un autre moment de la journée. La tête est toujours là, quelle que soit la lumière et l'angle de la caméra. En cherchant dans les dossiers, on a trouvé une autre photo prise 35 jours plus tard. Ce cliché confirmait non seulement que l'objet était toujours là, mais il révélait aussi de nouveaux détails. Ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'ils aient trouvé non pas une, mais 2 photos du visage. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il semblait y avoir un globe oculaire. On pouvait distinguer une cavité sombre au milieu de l'orbite sur chacune des photos. C'était très visible. Alors, je me suis dit que lorsqu'on trouve un objet qui ressemble à un visage sculpté et des monticules en forme de pyramide, ça vaut la peine qu'on étudie la question. Un autre informaticien s'est intéressé au problème. Il a utilisé une autre technique d'élargissement photographique. Il a trouvé un détail sur les copies des photos qu'il a étudiées. Un détail que les 2 autres chercheurs n'avaient pas remarqué. Des dents. Di Pietro a fait une autre découverte. Un deuxième visage à des milliers de kilomètres du premier, de l'autre côté de la planète, et dont les proportions sont très semblables à celles du visage du désert sidonien. Je persiste à croire qu'il s'agit d'un caprice de la nature. C'est probablement le résultat de plusieurs facteurs géologiques. Mars est un endroit fascinant qui pose de nombreux problèmes que la science ne peut encore résoudre. C'est un peu dommage de voir des gens focaliser leur attention sur un seul rocher de cette planète. Je suis sûr que nous avons soulevé un vrai problème. La communauté scientifique a le devoir d'examiner cet objet et d'en déterminer la nature. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on prenne cette découverte au sérieux. Cela mérite une enquête. En septembre 1992, la sonde Mars Observer est partie pour la planète Mars. Bien que sceptiques, les officiels ont décidé de s'intéresser au visage de Mars. Les photos d'Observer devraient être 50 fois plus précises que celles de Viking. Peut-être saurons-nous enfin ce que cache le visage énigmatique. Car si les scientifiques sont certains qu'il n'y a pas de vie sur Mars aujourd'hui, peut-on affirmer qu'il n'y a jamais eu de vie jadis sur la mystérieuse planète rouge ?
Eh bien, la question essentielle, la voilà posée. La vie a-t-elle pu exister, il y a peut-être des millions et des millions d'années, sur la planète Mars? C'est maintenant ce dont nous allons discuter avec nos invités, André Braque, Jean-Pierre Peulvast et Josette Runavo, qui est le chef du projet Mars à l'Agence spatiale française. Bon, commençons tout de suite par les arguments exposés dans le film que vous venez de voir. Certains Américains se disent que ça vaut quand même le coup d'aller voir de plus près ce qu'on appelle le visage de Mars et ses formations pyramidales assez régulières. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que mon collègue Michael Carr, qui a été interviewé dans le film, l'a très bien dit. On est là affaire à des formations de relief qui sont, somme toute, assez fréquentes sur Mars et qui sont le produit, lorsque ça dessine un visage de cette façon, ou ce qu'on croit voir comme un visage, c'est le résultat fortuit, je dirais, de phénomènes d'érosion dans des buttes, dans des collines, qui résultent elles-mêmes du démantèlement d'un plateau qui se trouve à peu près sur l'équateur martien. Cette photo qu'on a vue, elle est là. Elle se situe sur une région de contact entre un haut plateau et des basses terres. Et ce contact, il est érodé en collines et en buttes. Alors, attendons qu'on nous rapporte des photos prises d'un peu plus près pour voir si ce visage, vu de plus près, a toujours l'allure d'un visage. Voilà, oui. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces photos, ces images dont on dispose maintenant, ne sont pas d'une excellente qualité. Un point sur cette image représente 60 mètres. Bon, André Braque, vous faites un métier absolument extraordinaire. Vous pourchassez les traces de vie dans l'univers, en quelque sorte. Bon, alors, quelles sont les raisons qui peuvent inciter à penser qu'il y a peut-être eu de la vie sur Mars dans le temps? Eh bien, on pense aussi de plus en plus qu'une bonne partie des molécules organiques, qui sont les ingrédients qui ont servi à faire la vie sur la Terre, ont été importés de l'espace, formés dans l'espace, apportés sur la Terre par des météorites, par des grains interstellaires, des petits grains de poussière, qui sont venus donc formés à l'extérieur et importés sur Terre. Donc, et d'autre part, on sait également, d'après ce qu'on a vu dans le film, qu'il existe actuellement sur Mars des lits de rivières asséchées. Donc c'est une preuve qu'il y a eu sur Mars de l'eau à l'état liquide sur des périodes de temps très longues. Si cette eau est devenue de la glace, pourquoi est-ce que la planète s'est refroidie? Attendez, pas si vite. Donc il y avait vraisemblablement de l'eau à l'état liquide, il y avait une importation identique à celle de la Terre de molécules organiques faites à l'extérieur et apportées sur Mars. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour faire la soupe en quelque sorte. On avait les légumes et l'eau. Donc en principe, le potage a pu démarrer comme sur la Terre. Mais vous en êtes convaincu, vous? Absolument convaincu. Dans le temps, c'était une planète vivable. C'était une planète vivable et la vie a pu démarrer jusqu'à un certain temps. Mais vers 3,5 milliards d'années, catastrophe, le gaz carbonique s'est appauvri, a été lessivé par la pluie, il s'est déposé sur le sol et la température a chuté et l'eau a gelé. Alors si Mars était vivable, on peut peut-être aller plus loin et parler de la possibilité, dans le temps toujours, j'insiste, sur Mars d'une vie et d'une vie intelligente. Non. Chronologie, on n'a pas le temps suffisant. À moins de supposer une évolution hyper rapide, si vous prenez la même soupe, elle sera cuite à peu près au bout d'une heure ou d'une demi-heure. Vous n'aurez pas une soupe faite, sauf les soupes instantanées, mais passons. Donc il faut un certain temps pour que les choses évoluent, que les molécules commencent à vivre et ensuite forment des espèces évoluées. L'homme a mis à peu près 3,5 milliards, même plus, avant d'être homme. Ça a commencé par des petits microbes et ensuite on a abouti à l'homme, mais l'homme est vieux de 3 millions, c'était hier. Nous sommes des gamins dans l'histoire de l'évolution biologique. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'y aller, Josette Runavo. Hein? Bon, alors avant d'y aller, on va y envoyer des outils. Tout d'abord, je veux préciser qu'il s'agit d'une mission russe qui est ouverte à la communauté internationale, à laquelle le CNES, donc l'Agence spatiale française, apporte une contribution importante, mais ce programme est placé sous la responsabilité de la Russie. Alors donc il s'agit de la mission Mars 94-96 et donc vous avez ici la rentrée donc dans l'atmosphère de la planète Mars sous un parachute du module de descente qui renferme un ballon. On va le montrer. Oui, c'est du polyester de type Millard de 6 microns d'épaisseur, mais ce n'est pas c'est un échantillon du ballon. Vous avez ici la pièce polaire, c'est-à-dire la partie supérieure, et donc c'est simplement, je vous ai apporté ce morceau pour que vous ayez une idée de la nature du matériau de cette enveloppe. Il paraît que c'est indéchirable.
il faudrait tirer avec 2 tonnes à peu près pour pouvoir déchirer cette enveloppe. Vous voyez ce ballon, il fait 43 mètres de long, 13,50 mètres de diamètre. C'est un volume de 5500 mètres cubes qui va être compacté dans un conteneur de 250 litres à peu près. Donc ce ballon va venir se placer en contact sur le sol de Mars par l'intermédiaire d'un guidron. Vous voyez cette espèce de serpent. Ici, c'est une deuxième composante de la mission. Donc à l'intérieur du même module de descente, il y avait un petit rover qui, lui, va venir également se déplacer sur le sol de... C'est une voiture, quoi. Oui. C'est un 6-6, c'est un véhicule 6-6 avec 6 roues indépendantes. C'est des essais, bien sûr, qui ont été effectués dans le Kamchatka. Et donc, vous voyez, c'est un véhicule qui, finalement, cumule la fonction de marche et de roulement. Alors, le ballon et le guidrobe sont entièrement réalisés par la France. Les caméras de télévision qui sont dans la nacelle sont également de responsabilité française. Le radar est également de responsabilité française en coopération avec un institut de Riga, donc en ex-Union soviétique. Et donc je crois que c'est la première fois que le CNES va contribuer dans le cadre d'une mission russe à la fourniture d'un véhicule. Donc c'est une première. Et à quoi ça sert, je vous pose la question à tous les trois, à quoi ça sert d'en savoir plus sur la planète Mars à partir du moment où la seule chose qui nous intéresserait finalement, c'est qu'il y ait de la vie là-haut ou qu'il y en ait eu? Alors, on comprend comment peut évoluer une planète qui a une position différente dans le système solaire, qui a une masse différente. Ça nous apprend en retour énormément de choses sur notre propre Terre, qui a bénéficié de conditions autres, qui a évolué différemment. Et ce qu'on observe actuellement sur Mars, comme le disait M. Braque tout à l'heure, peut nous renseigner sur certains stades de l'évolution ancienne de notre planète, dans la mesure où c'est une planète qui est moins active géologiquement, qui a été très active. C'est aussi une des raisons pour lesquelles elle nous intéresse beaucoup, c'est qu'elle a vraiment été l'objet de phénomènes particulièrement spectaculaires. Malgré votre rigueur scientifique, vous nous avez quand même fait un petit peu rêver ce soir. Merci à tous les trois. Le mystère n'est pas tout à fait terminé. Tous les jours, en effet, certains mystères surgissent, d'autres sont résolus. Alors la journaliste Marielle Fournier a réuni toutes ces informations. C'est elle qui vous présente le journal de mystère. Marielle, c'est à vous. Bonsoir. Les éléphants ont le vent en poupe et un mystère les concernant vient enfin d'être élucidé. D'abord, petite devinette. Vous savez que les éléphants communiquent entre eux à distance, et quand on parle de distance, il s'agit de kilomètres, voire de quinzaines de kilomètres. Eh bien, une spécialiste américaine des baleines vient de découvrir leur langage. Première hypothèse, c'était l'odeur, mais à 15 km, l'odeur, ça tenait pas debout. Le truc, c'est l'infrason. Comment? Eh bien, l'éléphant souffle de l'air dans ses sinus, ça provoque des vibrations que seul un autre éléphant est capable de capter. Le contact est mis, le message est reçu 5 sur 5, c'est la communication longue distance. L'Atlantique s'énerve, les vagues deviennent de plus en plus hautes. Leur amplitude s'est accrue de 25% entre 1960 et 1980, et depuis, elle a même doublé. Ce sont des faits constatés, mais pour l'instant, aucune explication. Autre mystère élucidé qui va vous faire sourire, et pourtant le sujet est sérieux puisqu'il s'agit de pollution. Alors on sait que les autos et certaines industries produisent du gaz carbonique et du méthane, à l'origine donc d'une pollution de l'air. Mais les autos et les industries ne sont pas les seuls responsables. Il fallait trouver qui pouvait l'être également. Ça y est, c'est fait. Ce sont, allez deviner, les vaches. Oui, 1 milliard de vaches sur Terre. Lorsqu'elles ont des petits problèmes digestifs, leur gaz nous pollue l'existence. C'est pas tout à fait drôle parce qu'avec ça, la planète va se réchauffer de 5 degrés d'ici une soixantaine d'années. La Terre tourne, c'est pas un scoop, mais elle ralentit et ça s'en est un en raison des vents, en raison du soleil, de l'attraction de la Lune et puis de son noyau liquide intérieur. Elle ralentit inexorablement. Enfin, pour terminer, un reportage inédit pour Mystère. Paolo a 17 ans, il est issu d'une famille nombreuse en Italie du Sud, une famille de 7 enfants. Et depuis le mois d'août de l'année dernière, sa vie a totalement basculé.
Paolo a rencontré la Vierge. Depuis toutes les semaines, il a une apparition de la Vierge Marie. Les autorités religieuses restent totalement muettes. Une HLM de la banlieue de Brindisi. C'est ici que Paolo, 17 ans, a vu la Vierge pour la première fois. Ma cousine et moi, nous étions assis sur le canapé, comme ça, dans cette position. D'un seul coup, elle est tombée à genoux et elle m'a dit « J'entends une voix ». Moi aussi, j'ai entendu une voix. J'ai vu comme de la neige. Ma cousine me disait « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien ». J'étais le seul à la voir. Et puis, je suis tombé à genoux et la Vierge me disait « Je suis là ». Durant l'apparition, mes mains, mon front et mes pieds se sont mis à saigner. Des stigmates, des visions qui reviennent toutes les semaines depuis 8 mois. Pour l'instant, Paolo refuse d'être examiné par un médecin. Mais l'annonce du phénomène dans la presse locale a fait l'effet d'une bombe. Chaque samedi, jusqu'à 5000 personnes se pressent autour de cette petite église. Quelques-uns viennent par curiosité, certains sont sceptiques, mais la plupart y croient très fort. Déjà des malaises ont été signalés, des ambulances se tiennent prêtes en cas de problème. C'est la première fois que je viens. Je suis venu pour voir. Je n'ai pas d'opinion. L'Église n'y croit pas. Nous y croyons, c'est pour ça que nous sommes là. Nous y croyons beaucoup. L'Église catholique refuse pour l'instant de prendre position. Les visions de Paolo sont encore trop récentes et elle attend des preuves tangibles. Mais qu'importe pour ceux qui viennent voir Paolo, la foi est plus forte que tout. Ce jour-là, devant les caméras, comme à chaque fois, Paolo va entrer en transe. Maria, tu sei la mamma dell'amore, perché noi siamo carichi di odio, ma allargando le braccia come fai tu a tutti quanti i fratelli. Oh Maria concepita senza peccato. Dans la foule, d'autres évanouissements et d'autres visions. J'ai vu la croix de la Vierge. Elle était magnifique. J'ai dit à tout le monde que j'avais vu la Vierge. Elle souriait. Bien, on va se quitter dans quelques secondes. Juste le temps pour moi de vous rappeler 2 informations pratiques. Si vous désirez assister à l'émission 3615 Code TF1, et puis si vous avez des histoires extraordinaires à nous communiquer, vous les envoyez à la boîte postale que vous voyez apparaître sur votre écran. Voilà, bonsoir, rendez-vous dans un mois pour un autre mystère. His name is Robert Paulson.